Alors, bonjour Stella. Pourriez-vous vous présenter et nous parler de votre nouveau livre? Oui, moi, je suis Stella d'Entremont, originaire de Pomnico. Présentement, j'habite à Moncton, Nouveau-Brunswick. Ce projet acadien, Voix de la génération silencieuse, Voices of the Silent Generation, c'est un livre bilingue complètement qui a été, comment je dirais ça, le livre a été, quand j'ai commencé, c'était pour donner une voix aux femmes acadiennes de l'île maritime. Puis j'avais comme nommé le projet Donner une voix aux Acadiennes de la génération silencieuse. Puis le point principal de ce projet ici, c'était de aller rencontrer les femmes de cette génération, qui veut dire qui ont été nées en 1925 et entre 1925 et 1945. Puis j'allais prendre des photos de leur visage et leurs mains. D'après moi, tu peux raconter l'histoire de ces femmes juste en regardant sur leur visage et leurs mains. Ça va te dire beaucoup de eux. Ensuite, j'ai fait des biographies de chacune. Je leur posais des questions et j'ai commencé chaque entrevue de la même manière, toujours avec la même question et je terminais avec la même question. La première question, c'était, c'est quoi vous en souvenez, que votre premier souvenir de votre enfance? Et la dernière question, c'était, où est-ce que la religion catholique, où est-ce qu'elle se situe dans ta vie présentement? Par rapport que ce projet ici a commencé en mars 2020, c'était juste au moment où ce que le COVID commençait. C'est pour sûr que la question de COVID a toujours entré un petit peu dans l'entrevue de chacun de ces femmes ici. Après que j'avais fini de rencontrer ces 25 personnes ici, j'ai complété des panneaux pour chacune, qui veut dire que chaque femme avait leur propre panneau pour faire des exhibitions avec de 3 pieds à 18 pieds. Puis ça montrait le visage, les mains, puis le bio. Mais j'ai commencé à ce projet ici, juste pour reculer un petit peu, commencer à être un petit peu plus personnel, parce que je trouvais que chacune des femmes me donnait un petit morceau d'un puzzle de ma mère à moi. Moi, j'ai perdu ma mère à l'âge de 34 ans. Alors, je la connaissais, mais je la connaissais pas vraiment. Alors, j'ai trouvé qu'à chaque fois que je rencontrais ces femmes, il me donnait quelque chose que moi, je me pouvais facilement dire, oh, ça ressemble à ma mère. Et j'ai trouvé que c'était l'information importante que j'aurais aimé de partager plus avec la population générale, qui veut dire, c'est là que l'idée d'écrire un livre est entrée. OK, merci. C'est un projet vraiment détaillé que tu as fait. Je suis sûre que c'était un grand effort. Oui, c'était un projet que si quelqu'un m'aurait eu dit combien ça aurait été difficile pour compléter, je suis pas certaine que je l'aurais eu commencé. Ça fait, comme qu'ils disent là, en bon anglais, because blind is bliss, là, comme je n'étais pas au courant de quoi je m'embarquais dedans, mais c'était un projet qui est fini, que j'ai réalisé, puis je suis très fière de ce projet. Je peux honnêtement dire ça. J'étais chanceuse à toutes les tournes parce que je rencontrais des gens qui m'aidaient à faire le deuxième étape et c'était comme si ces gens ici tombaient me tombaient dans mes mains. Puis ça se donnait comme ça. Ça fait, j'étais vraiment fière et chanceuse pendant ce projet ici. OK. Alors, je vais te demander, as-tu reçu du support de les femmes de la musée acadien de Pamlico? Parce que je connais que tu as eu ton book launching là. Oui, oui, j'ai lancé mon livre à Pomnico. J'ai eu beaucoup de support à Pomnico. Comme je t'ai dit avant qu'on a commencé l'entrevue, moi, il y a plus de 30 ans que j'habite plus à Pomnico. Mais c'est incroyable comment est-ce que les gens m'ont vraiment bien supporté pour ce livre ici. J'étais assez, ça comme réchauffé le cœur, incroyable. La salle était pleine et il y a beaucoup de gens qui ont comme tout acheté le livre. C'était vraiment un bon support. Aussi, dans le livre,
Je présente comme Caroline d'Entremont, c'est l'amie, une des amies à ma mère qui elle était vraiment proche avec ma mère. Puis c'est comme elle fait la voix à Millie, à ma mère. Puis ce qui veut dire elle m'a donné comme un petit peu de qu'est-ce que Millie était comme dans sa jeunesse. Puis quand elle a rencontré son mari, puis des choses que moi je ne savais vraiment pas. Puis elle a comme complété ces parties-là pour moi. Ça, c'est la génération aussi, il faut s'en souvenir que ils avons vu le plus gros changement dans n'importe quelle autre génération. Quand ces femmes ici sont venues au monde, la majorité de eux n'avaient même pas d'électricité ou des salles de bain dans leur maison. Il n'y avait pas de washer, dryer, pas de télévision. Mais à cette heure, ils sont rendus jusque, tu sais, les téléphones sont dans les poches. Tu sais, tout le monde a des voitures. C'est rien pour décoller pour aller à Halifax pour une fin de semaine. Mais si t'as pas entendu ce temps-là. En plus, la majorité des femmes travaillaient pas. Alors, ils étaient à la maison, qui soignaient leurs enfants et leurs maris, puis c'était ça leur rôle. Et c'était bien défini que c'était ça qu'ils vont faire. En plus, il y avait beaucoup de pression dans la religion catholique de faire des bébés, tu sais, comme toujours, agrandir la famille. Il y avait cette pression-là. C'était toujours comme les gens qui m'ont dit, vu comme être, c'est toujours à faute à trouver des péchés parce qu'ils ont toujours besoin d'aller à la confesse. Alors, c'était comme une pression qui n'était pas vraiment, nous, on n'a aucun de ça dans notre génération. Pour ce projet ici, j'ai été chanceuse que les panneaux, comme je disais, là, ils vont être exhibités à l'Université de Moncton, commençons dans la fin février. Mm-hmm. Puis ça fera février et mars. Ensuite, il va s'en aller à l'île de Prince-Édouard, au musée acadien à l'île de Prince-Édouard pour mai-juin. Puis ensuite, je l'amène de nouveau à Pamlico avec tous les panneaux pour le congrès mondial. C'est pendant le congrès, il va y avoir le symposium des femmes. Puis je vais le présenter là pendant cette période-là. Et ensuite, il va finir à Shedikan. Alors, je suis au mois de septembre. Alors, je suis vraiment fière que les gens vont pouvoir apprécier tout ce travail ici que j'ai fait, puis ils vont voir combien est-ce que j'étais chanceuse de rencontrer ces femmes. Je suis sûre que tu as rencontré des histoires vraiment intéressantes durant ce temps. Oui, très intéressant. Tu sais, il y en a qui vont jamais me sortir de mon cœur parce que c'était vraiment touchant. On a des femmes qui ont vécu des très belles vies. Le mari était très supportif, les aide à la maison. Puis on a d'autres que c'était un petit peu plus dur. Il y en a d'autres que, tu sais, ils ont étaient mariés à 15 ans, eu le premier bébé à 16 ans, ont été enceintes 25 fois. Tu sais, c'est des histoires que on pense pas que ces femmes ici vont passer au travers de ça. On a de eux qui ont vraiment fortes en personnalité, qui ont été capables de se débrouiller vraiment bien en affaires, avons été reconnus dans la communauté nationale aussi, comme Rosie Rent d'Entremont, elle. Comme elle a accompli beaucoup de choses dans sa vie, elle a été bien reconnue par sa société, par sa communauté, par ses collègues. Elle est très chanceuse de ça. Ça fait, comme je dis, il y a vraiment des histoires qui sont très inspirantes et on a d'autres que ça brise ton cœur de les avoir entendues. Oui, certainement. Puis c'est pas, c'est possible de, comme, envisionner dans ton tête que ces choses s'arrivent, mais ce qui est vraiment, comme, difficile à imaginer, c'est que c'est assez proche à nous, qui sont encore en vie, puis ils sont encore ici avec nous. C'est ça, absolument. Puis on est chanceuse qu'on a la chance d'aller les parler. Moi,
je suggérerais à les gens de votre génération, ma génération, d'aller rencontrer ces gens ici, puis juste jaser avec eux, parce qu'ils ont beaucoup de choses à partager. Ils ont appris beaucoup, ils ont passé en travers beaucoup, puis je trouve que c'est leur, comme on dirait, ils ont beaucoup de wisdom, tu sais, ils ont beaucoup à partager avec nous autres, puis on devrait aller vraiment les jaser, puis apprendre de eux. On peut beaucoup apprendre de ces gens ici. Tu sais, des fois, la fille, on se sent que la vie est un petit peu difficile, mais honnêtement, ça va pas, comme qu'ils diront, eux, ça va passer, ça passe toujours, hein? Je pense que les gens pourraient vraiment apprécier et en profiter d'aller rencontrer leurs voisins qui sont peut-être dans cette génération. C'est en anglais et en français, c'est pas juste les Acadiennes, là. Il y en a beaucoup c'est dans toute cette génération-là. Ça serait important d'aller les rencontrer puis jaser avec eux parce que Il y a des c'est choses vraiment intéressant. intéressantes à dire, oui, parce que je viens aussi de parler avec Yvette d'Entremont qui a fait le documentaire Raconte-moi un souvenir. Et Oui, elle m'a donné les mêmes conseils. Alors, je sors demain à la musée pour parler avec les aînés sur le sujet des traditions de la Noël. Alors, ça va être beaucoup de oui, fun. oui, oui. Ben, OK, en parlant de Noël, comme dans cette génération-là, quand eux parlaient de Noël, ils étaient toujours en sourire, avec beaucoup de fierté. Et parlions de tout, c'est ça eux parlions et focusions plus sur le fait que c'était une célébration familiale. Les cadeaux, c'était pas des gros cadeaux. Puis ils gagnaient pas pour leurs cadeaux. C'était plus pour être ensemble en famille et célébrer la naissance de Jésus. Tu sais, comme bon, c'était ça vraiment la célébration était. Il y avait plusieurs d'eux dans la Louisiane. Il y avait des arbres de Noël avec aucune décoration dessus parce qu'ils n'étaient pas capables il n'y avait pas de moyen d'acheter des décorations. S'il y avait des décorations, c'était des décorations qui étaient faites en papier ou quoi. Mais même avec un Noël comme ça, eux, c'était quelque chose qu'ils célébraient et qu'ils appréciaient. Et nous autres, on est devenus à ce Noël, c'est plus de la fête de Jésus, mais c'est plus avec les cadeaux, puis mettre l'arbre de Noël dans le mois de novembre, avant même Remembrance Day, là, comme c'est un petit peu, c'est beaucoup changé. C'est beaucoup changé. Et je pense que ça serait intéressant de voir les histoires que tu vas entendre de ces femmes ici, c'est du genre de œufs pour Noël. C'est vrai, le plus qu'on recherche, je pense, le plus qu'on trouve dans ces petites régions acadiennes qu'il y Oui. a comme de découvrir. Je voulais juste demander, parce que la relation entre l'artiste et son sujet, c'est toujours un peu étrange. Quand tu fais des entrevues, il y a une air étrange avec ça. Alors, pouvez-vous me parler un peu de la manière dont vous avez approché ces femmes pour les interviewer et puis les réactions de ces femmes? Ben, honnêtement, OK, la manière que j'ai pu rencontrer ces femmes ici, c'était vraiment bouche à oreille. Je parlais à des gens, je disais qu'est-ce qu'était mon projet. Et souvent, ils diraient comme ma mère serait intéressée ou je pourrais demander à ma voisine ou c'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer ces femmes. C'est en travers de d'autres gens qui les connaissaient. Moi, je parlais de ça avec mon mari l'autre jour. Mon ancienne carrière, moi, j'ai travaillé beaucoup dans les finances, les assurances, investissements et ça. Puis, j'avais besoin d'entrer dans des familles, dans des maisons que je connaissais aucune personne, puis commencer à faire des conversations avec eux. Alors, je pense puis des conversations avec l'information très personnelle. Alors, je pense que ça m'a appris à comment jaser avec des gens pour, d'une manière ou d'une autre, être plus casual, avoir des techniques pour diminuer le stress
puis commençais à jaser avec eux, plus pour les mettre à ease en anglais, je sais pas comment on dirait ça en français, mais pour les mettre relax, pour les mettre confortables. Une des choses, une des techniques que j'ai utilisées avec eux, c'est, je leur disais toujours que j'allais les enregistrer. Puis la raison pourquoi je les enregistrais, c'était que parce que je n'ai pas besoin d'être assis là à prendre des notes. Je voulais qu'ils parlent à moi, pas à mon stylo, puis moi qui écris, puis les faire répéter. Puis alors, quand je leur jasais, je pense après 2-3 secondes, ils ont oublié qu'ils étaient enregistrés. Puis c'était juste une conversation face à face, en les regardant leurs yeux, tu sais, et vraiment être à l'écoute. Puis ces femmes ici venaient vraiment relax, ils parlaient beaucoup de choses, ils étaient très ouvertes. Ça m'a vraiment surpris combien ouvertes qu'ils étaient. Peut-être c'est parce qu'ils étaient prêts à parler, ils étaient prêts à utiliser leur voix, qui ont été aussi silence, tu sais, mis en silence pour assez longtemps, que pour eux, c'était un moment où ils pouvaient vraiment partager comment ce qu'ils se sentaient. Pour dire la vérité, on a vu que, tu sais, pendant le rendez-vous, ils parlaient des choses très personnelles que, tu sais, les larmes commençaient à sortir. Alors, c'était un petit peu thérapeutique pour eux. Puis quand j'étais à Louisiane, c'était un petit peu différent parce que là, les gens, tu sais, j'étais étrangère, ils me connaissaient pas. Alors la madame qui m'a introduit à eux, elle était toujours avec moi. Alors elle me introduisait, mais ils connaissaient elle vraiment bien. Elle était respectée beaucoup dans la communauté parce que elle était directrice de l'école. Puis, alors, elle avait un bon caractère, puis les gens la connaissaient bien. Ça a aidé à féliciter l'entrevue entre nous puis ces femmes-là. Je pense que c'est ça qui m'a aidé là. Ouais. Oui, certainement. En vivre à Pamlico, tu te pensais de l'expérience de venir à Pamlico et de pas être originaire de là, c'est que les personnes sont vraiment pas confortables avec toi. C'est pas difficile à imaginer la même chose arriver en Louisiane, spécialement de quelqu'un de notre pays, mais. Oui. Ouais. Comme quand j'ai les entrevues, tu sais, ici, dans les maritimes, c'était juste moi puis la personne. Ils savaient que j'allais aller, puis ils m'ouvraient la porte, puis ils étaient tout prêts pour moi et ça. Mais à la Louisiane, comme je dis, j'étais comme une étrangère. Il y a plusieurs fois que leurs filles ou leurs garçons étaient là aussi parce que je sais pas si c'était juste pour être assuré que j'allais pas prendre avantage de eux ou quoi, là, tu sais, on sait pas. Mais non, je me sentis que j'étais un petit peu comme étrangère, mais d'une bonne manière. Ils étaient fiers que leur mère a été choisie, mais en même temps, ils voulaient faire sûr que je n'allais pas prendre avantage de eux, tu sais. Des fois, il y a des choses qui est plus facile à dire à des étrangères aussi. Oui, absolument. Ça, c'est pour sûr. Ça, c'est pour sûr. On est un couple qui ont vraiment partagé beaucoup de choses que c'est même pas dans le livre parce que ça n'a pas rapport au livre, mais je me sentais comme un petit peu comme un thérapeute avec eux parce qu'ils partageaient beaucoup de choses que, comme je dis, ça ne va pas rapport, mais c'est comme ça que je m'ai senti que ça me rassurait qu'ils étaient confortables avec moi. Ouais. Certainement. Alors, je voulais demander, oui, spécifique à Pamlico, parce que moi, je suis vraiment en train de faire des reportages qui sont de Pamlico. Quel genre de réaction avez-vous eu de la part de la communauté là, à la fois pendant la recherche du livre et lors du lancement au musée? Je sais qu'on a parlé un peu de ça déjà, mais je suis vraiment intéressée en des rencontres spécifiques pendant ce temps. Oui. Ben, vois-tu, à Pamlico, je connaissais les femmes que j'ai rencontrées. Alors là, c'était beaucoup plus facile. Mais je connaissais pas leurs histoires.
Alors oui, je connaissais leurs filles ou quoi, je vais chummer avec leurs enfants, puis je vais aller à l'école avec leurs enfants, mais eux-mêmes, je connaissais pas vraiment leurs histoires. Alors, comme quelqu'un comme Velma Surette, qui allait faire partie de mon projet, je savais même pas qu'elle venait de Picnic Point et qu'elle avait habité à Yarmouth avec ses parents, tu sais, ils venaient de Yarmouth. Parce que elle a comme été élevée dans une communauté anglaise comme acadienne. Alors, elle, c'était intéressant parce que tu avais un petit peu comme ils ont connu comme des saltwater freshmen ou Frenchmen ou ça comme ça. Euh, comme c'est des histoires que c'était très intéressant d'écouter comment elle jasait de ça. Elle a même jasé de comment elle a été acceptée dans une petite communauté comme Pomnico avec son mari qui était le directeur de l'école, qui avait justement ouvert. C'était un petit peu impression avec elle parce que son mari était bien connu. Alors, ces rencontres-là qui sont très intéressantes, oui, je les connaissais, mais je les connaissais pas comme ça. Je suis pas sûre, peut-être c'est parce que j'étais comme pour eux, ils me voyant aussi un petit peu comme de l'extérieur. Parce que dans 30 ans que j'habite plus à Pomnico, j'ai décollé quand j'avais 18 ans. Ensuite, il y a comme Sylvie, je la connaissais pas du tout. Je savais même pas qu'elle avait juste eu un enfant. C'était pas quelqu'un que j'avais, comme sa fille, qui est présentement qui a décédé récemment, elle était plus vieille que moi, ça fait que je l'ai jamais même eu rencontré dans maison, tu sais, quand moi j'allais à l'école et ça. Alors, quand j'ai rencontré elle, c'était vraiment touchant parce que elle avait perdu sa fille, son mari était décédé, elle était en foyer. Mais elle aussi a parlé, elle était vraiment une exemple de la génération silencieuse. C'est probablement une dans le livre qui est vraiment une représentante de la génération silencieuse. Elle a même dit, je parlais pas, comme j'étais vraiment, en anglais on dit shy, j'étais gênée, j'étais vraiment gênée. Et les raisons qu'elle était gênée, c'est qu'elle ne sentait pas qu'elle avait été à l'école qu'elle n'était pas assez intelligente pour parler. Alors, ça, c'est des histoires très, très touchantes qu'elle m'a dit. Marie était une de mes meilleures, Marie, d'entrement, elle est la mère, elle est une de mes meilleures amies. Alors, elle, je connaissais son histoire, mais j'avais des choses que je gardais pour voir qu'est-ce qu'elle a jasé de son enfance, parce que ça, je ne connaissais pas cette partie-là. Alors, c'est comme ça que je me trouvais. C'était des expériences très intéressantes avec les femmes de Pomnico par rapport à ça. Puis, Rosie Rendentrement, elle vient de Pomnico, habite à Yarmouth maintenant, et voir qu'est-ce qu'elle a pu atteindre, tu sais, puis de venir d'une petite région comme Pomnico, avoir reçu comme le Order of Canada, le Platinum Jubilee, la Golden Jubilee. Tu sais, alors il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de reconnaissance, un doctorat de l'Université de St. Mary's. Ça, c'est des choses que quand tu commences à jaser avec ces femmes ici, ça te donne ça t'influence et ça te motive d'aller, d'essayer à atteindre ton potentiel. Juste comme toi, tu dis, tu aimerais faire des choses, quelqu'un comme Rosie dans le monde, c'est quelqu'un que tu peux regarder dessus puis dire, oui, moi aussi, je suis capable. C'était vraiment inspirant pour moi. Alors, vous avez mentionné dans d'autres entrevues que ce livre vous a permis d'en savoir plus sur votre mère. Alors, qu'avez-vous trouvé et comment vous sentez-vous par rapport à ce que vous avez trouvé? Ça, j'ai appris de ma mère de chaque de ces femmes-là. C'est des différentes petites choses que je pourrais dire comme c'est comme je sais que ma mère, ils ont été élevés pauvres,
mais aussi peut-être comme la façon comme qu'elle nous a élevés, comme je disais à propos, comme vraiment strict et ça, eh bien, c'est la peur. C'est pour ça que j'ai pu apprendre des tidbits comme ça avec son niveau d'éducation qu'elle avait, avec jusqu'à 5, avec la connaissance qu'elle avait de la pureté et apeurée par la religion catholique, de ce que les prêtres et ça leur disaient à ces femmes-là. Elle avait été apeurée que nous allions l'amener de honte ou quelque chose comme ça. Mais c'est en travaillant, en parlant avec ces femmes ici, comment est-ce que eux m'avont bien expliqué comment est-ce que c'était à vivre dans ce moment-là, avec les prêtres qui venaient à la maison, qui m'ont donné des questions. Pourquoi est-ce que tu n'es pas enceinte? Pourquoi vous n'avez pas plus d'enfants? Qu'est-ce que vous faites? Tu sais, ça m'a aidé à vraiment comprendre pourquoi notre mère disait ou faisait des choses qu'elle faisait. Comme être vraiment strict, comme avoir peur quand nous allions faire quelque chose, qu'elle a amené l'attention à elle. Je sais pas si c'était nécessairement pour nous autres, mais c'était plus l'attention sur elle, je crois. Puis en parlant des femmes ici, j'ai vraiment pu bien comprendre. Alors, j'ai pu comprendre son éducation, son niveau de compétence intellectuelle. J'ai pu comprendre sa peur. J'ai aussi pu comprendre pourquoi est-ce que, tu sais, ces femmes-là, ils mettaient rien la plus belle. Mais c'était parce qu'ils ont été élevés juste après la dépression, est-ce que c'était compris, il faut qu'elle a sauvé tout. Si tu vas dans les vieilles maisons des gens, tu vas voir qu'il y a des contenants en plastique de beurre, des choses comme ça, de yoga, de yogourt, de la crème glacée. Ils sauvent tout ça, on croit qu'ils en ont été besoin. Mais c'était par rapport à leur expérience qu'ils ont eue avec leurs parents que tout pouvait disparaître. Alors, ils avaient besoin de sauver tout. J'ai aussi appris comme qu'est-ce qu'ils feraient comme leur poseur en travers de ma mère, comme la peur du tournage, dirons. Comme ma mère avait une peur affront du tournage. Pourquoi est-ce qu'elle avait si peur? Ben, tu sais, les gens avaient peur à ce temps-là des choses comme ça. Ils avaient peur de quoi ce qui pourrait arriver. Mais à ces moments-là, ils avaient comme dit des prières. Comme pendant une tempête de ce qu'il y aura comme tourné beaucoup à Pomnico, maman nous a eu tout réveillé les 8 enfants. Faut la descendre dans le salon, puis elle a dit le chapelet. Mais c'est comme ça qu'ils croyaient assez fort dans la religion que on dit les prières, ça l'a comme arrêté le tournage, tu sais. Comme quand parlant à ces femmes-là, j'ai vu que pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? C'était quoi la croyance qu'ils avaient? Puis j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, c'est ces petits morceaux-là que j'étais capable de mettre ensemble. Ma mère, elle ne croyait pas vraiment qu'elle était capable de faire des choses. Elle dirait toujours, elle parlait beaucoup souvent en troisième personne, puis elle leur a dit, mais Millie ne peut pas, ou Millie ne sait pas comment, ou pourquoi est-ce qu'elle avait toujours cette incertitude-là qu'elle n'était pas capable? Ben, moi, je crois que ça vient, beaucoup des gens dans cette génération-là, c'était comme ça. Avec si peu d'éducation, ils se sentaient pas nécessairement coupables de pouvoir faire quelque chose. Ils se doutaient souvent. Mais je pense à faire avec aussi, comme dans la génération qui ont été élevés, est-ce que l'éducation n'est pas si tant important? Si tu n'as pas allé à l'université ou au collège, souvent tu laisses à l'école vraiment tôt pour aller travailler pour aider la famille. C'est des petites choses comme ça j'ai appris, que j'ai pu mettre les pocheaux. Puis là, pour moi, personnellement, ça a répondu des questions de pourquoi est-ce que moi j'ai eu le chemin que j'ai pris. Et c'est pas nécessairement que moi j'ai pris, que j'ai été donné à si tant un jeune âge. C'était probablement à faire plus avec ma mère que moi. Excellent, ça. C'est sûr que c'était une journey. Yeah.
Tu as Oui, appris une dualité de ces femmes, puis aussi de ta propre vie. C'est vraiment intéressant, ça. Je oui. trouve qu'il y a toujours quelque chose que tu apprends de toi-même, même si tu fais un projet sur les autres. C'est absolument, c'est quasiment comme un miroir des fois, de ces femmes Mhm. ici, tu sais. Je voulais demander que sera la culture acadienne aujourd'hui sans les efforts de préservation des femmes acadiennes? Parce que j'ai fait Oui, un peu de recherche sur le sujet de comment la culture acadienne était préservée, comme la langue, les expressions, la nourriture étaient préservées principalement par les femmes de l'Acadie. oui. Puis ça, OK, ça va. Si tu regardes mon livre, tu vas voir qu'à l'île de Prince-Édouard, j'ai rencontré 3 femmes. Ben, j'ai rencontré 50 toutes. Mais notre foi de eux, c'était ça le plus gros travail de leur vie. C'était de préserver la langue et la culture acadienne. À Pomnico, pas nécessairement dans mon livre, mais tu connais les femmes comme Janelle, Bernice. Ces femmes-là ont travaillé fort pour préserver la culture et la langue acadienne. En Nouveau-Brunswick, j'ai pas rencontré aussi de femmes qui avaient fait aussi de travail comme que j'ai rencontré, comme que je connais à Pomnico et ou que j'ai rencontré à l'île de Prince-Édouard. Sans ces femmes ici de qui je parle, il n'y aura aucune culture de reste. Et je trouve que c'est dommage que les jeunes acadiennes d'aujourd'hui n'a pas aussi tant d'influence sur la langue acadienne et sur la culture que j'ai peur qu'elle va disparaître avec les jeunes qui sont à l'école aujourd'hui, qui sont dans les maternelles et ça. Alors, c'est vraiment facile pour une raison ou une autre. Je n'ai pas de réponse pour la langue anglaise à devenir partie de notre langue. C'est facile à changer en anglais. On a toujours la tendance de changer en anglais quand on a une personne française, anglais qui parle dans la groupe. En Nouveau-Brunswick, tu vois moins ça. Si tu vas parmi des Anglais et Français et tu parles à quelqu'un, puis il y a quelqu'un anglais qui arrive parmi le groupe, et la majorité du groupe est français, les gens continuent à parler en français. Mais dans Pamlico, dans l'île de Prince-Édouard, on change pour une raison ou une autre dans la langue anglaise pour accommoder la personne qui parle anglais. Ça, c'est pas quelque chose qu'on devrait faire nécessairement parce qu'on va parler. C'est facile à parler le français. Si tu continues pas à parler ta langue, et la culture, elle va disparaître aussi parce qu'on n'a pas on voit pas ça comme nécessairement si tant important. Alors, pour moi, si ces femmes ici de qui tu parles quand j'ose, elles n'ont pas fait le travail qu'ils ont fait, la langue acadienne sera presque disparue. Alors, par exemple, à Louisiane, les femmes que j'ai rencontrées, c'était toutes des femmes qui parlaient français. Parlaient beaucoup le même langage comme nous autres. Mais leurs enfants de 40, 50 ont perdu ça parce que ça a changé. Les gens ont comme perdu un petit peu la culture, ils ont été influencés un petit peu avec plus l'anglais. Le gouvernement de leurs États ne permettait pas le français à être enseigné ou parlé dans leur région. Alors, eux avant tient le français, mais leurs enfants, parce qu'ils ont été à l'école anglaise, parlaient pas français, avons perdu. Mais aujourd'hui, tu vois que les jeunes essayent à rétablir la langue française à Louisiane. C'est pas facile. Il y a des écoles françaises acadiennes pour essayer à rétablir la culture et la langue acadienne. Alors, moi, si je pourrais donner un avis à les gens de Pomnico ou de Clare-Argyle, c'est de continuer à faire sûr que les gouvernements municipaux et provinciaux et fédéraux continuent à reconnaître
la culture acadienne et la langue acadienne, parce que sinon, on va la perdre. Alors, je veux fermer avec, avez-vous des projets pour l'avenir? Parce que c'est sûr que tu as quelque chose dans ta poche. Moi, je fais beaucoup la photo de nature puis les animaux sauvages. Alors, j'ai passé mes derniers 5 mois à Banff, Alberta, pour poser les grizzlies puis les chevreux, les ours. Alors, je suis pas sûre qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces photos-là, mais probablement mon prochain projet aura probablement quelque chose à faire avec mon expérience à Banff que j'ai eu les derniers 5 mois.